Bonjour. Alors, on reprend donc notre cours avec la reproduction sexuée. Alors, nous avons vu que la reproduction asexuée ne faisait pas intervenir les gamètes et la fécondation. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que cette voie de reproduction n'est pas majoritaire. C'est plutôt la reproduction sexuée que je retrouve chez la majorité des espèces animales. C'est la voie sexuée que je retrouve chez la plupart des espèces animales, puisque je parle uniquement du monde animal. Cette reproduction, elle nécessite deux parents, bien sûr, de sexe opposé, un mâle et une femelle, une mère et un père. Bon. Les deux individus adultes doivent avoir, bien sûr, des systèmes reproducteurs spécialisés dans la production des gamètes. On produit les gamètes. On produit ces cellules sexuelles qui sont haploïdes, c'est-à-dire qui contiennent uniquement la moitié du nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. Les gamètes, spermatozoïdes dans le cas du mâle, ovules, ou des fois on parle de ovocytes dans le cas de la femelle. On produit ça, et bien pourquoi? Pour qu'il y ait une rencontre, une fusion plus tard. Les gamètes sont produits pour qu'ils se mettent ensemble. Sur ce diagramme, je représente le cheminement d'un individu partant de son point de départ, qui est celui-là. Juste après fécondation, vous obtenez une cellule diploïde qu'on appelle un œuf qui va pouvoir se développer. C'est le développement embryonnaire proprement dit. Au cours du développement, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que les cellules que j'obtiens par division mitotique vont pouvoir se distinguer, vont me donner deux formes différentes, deux chemins différents, deux chemins de développement différents, ce qu'on appelle les lignées. Une lignée dite germinale, ou bien le germen, et une lignée somatique, ou bien le soma. La lignée germinale et la lignée somatique, au début, ont des cellules diploïdes, deux N chromosomes. La lignée germinale, elle va me donner des cellules qui sont mères des gamètes, des cellules souches, qui sont toujours diploïdes, mais qui ne vont pas tarder à devenir des cellules haploïdes, N chromosome dans le cas des spermatozoïdes et dans le cas des ovocytes. Vous voyez bien, c'est la méiose qui permet ce passage de 2N à N. On aura l'occasion de développer ça encore plus un peu plus tard. La méiose. La méiose, je ne la retrouve pas dans la voie de la lignée somatique. La lignée somatique, elle ne connaît que la division classique du type mitose. Pour former quoi? Des tissus et des organes, tous diploïdes. La lignée germinale, elle se spécialise dans la formation des gamètes. La lignée somatique, elle se spécialise dans la formation de tous les organes, de tous les tissus, sauf les gamètes. Dans ce cas-là, j'ai une méiose, dans l'autre, j'ai une mitose. Bien, alors, la reproduction sexuée a une importance particulière, puisqu'elle permet d'avoir une grande diversité entre les individus, entre les représentants de chaque espèce. Si vous prenez une société, si vous prenez une famille, si vous prenez ce que vous voulez, eh bien, vous pouvez quand même
rien qu'en regardant les composants, les éléments, les individus de la même famille ou de la même société, eh bien vous allez voir qu'il y a quand même quelques points de différence à côté des ressemblances, évidemment. Vous regardez au sein d'une famille, vous avez les enfants qui se ressemblent, mais qui montrent quand même des points de divergence entre eux et avec leurs parents. Combien de fois vous avez un garçon de cheveux roux et son frère ou bien sa sœur qui est brune? D'accord? Ou alors une différence de couleur de peau, ou alors une différence de forme, je dirais des oreilles, du nez, etc. Ça vient d'où? Ça vient justement de la reproduction sexuelle, du mélange qui se fait de deux génomes, celui provenant du père via le spermatozoïde et celui provenant de la mère via l'ovule. Ce que vous voyez là, ce que vous pouvez comparer, ce que vous regardez, c'est un caractère. C'est un caractère visible, tangible. Lorsque vous dites la couleur des yeux, lorsque vous dites l'aspect des cheveux, lorsque vous dites la couleur de la peau, tout ça, c'est des choses que vous pouvez voir. Tout ça, c'est des caractères. On les appelle des génotypes, plutôt des phénotypes. Et les phénotypes ne sont que l'expression d'un génotype. Et le génotype, c'est quoi? Eh bien, c'est le message écrit sur les chromosomes et qui correspond à ce caractère. Vous avez caractère cheveux noirs écrit sur un des chromosomes situés dans le noyau et qui s'exprime par les vrais cheveux noirs. Vous avez un génotype enfoui dans le noyau et son correspondant, c'est le phénotype, c'est ce qui est visible. Si vous comparez toute une société, même si elle est constituée de millions ou de milliards d'individus, eh bien vous allez pouvoir trouver des différences au niveau phénotypique ou au moins au niveau génotypique. Si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre caractère et caractère, entre deux individus, eh bien, si vous faites une analyse génotypique, une analyse approfondie, vous allez trouver qu'il y a des différences au niveau des noyaux, des génomes. La reproduction sexuelle, c'est une alternance entre l'haploïdie et la diploïdie. Mais dans le cas des animaux, l'haploïdie n'est représentée que au niveau des gamètes. Et pendant toute la vie, eh bien, les organes sont diploïdes depuis leur naissance jusqu'à leur disparition. Cette alternance, elle peut être flagrante dans d'autres cas, mais pas dans le cas des animaux. Cette alternance, on peut la matérialiser sous forme d'une roue qui tourne. On dira qu'un organisme a deuxième chromosome, un adulte a deuxième chromosome dans ses cellules, est capable de produire des cellules sexuelles haploïdes. Et que ces gamètes haploïdes qui sont produits donnent plus tard un organisme diploïde. Et le diploïde, il donne l'haploïde. Et vice versa. Et ainsi de suite. Et ça fait quoi? Ça fait une fois haploïdie, une fois diploïdie, donc l'apparition. Et c'est une chose à signaler sur cette diapo, c'est que lorsqu'on parle de reproduction sexuelle, lorsqu'on parle de sexualité, finalement, on dira que c'est une loterie, un jeu de hasard, une incroyable loterie génétique. Pourquoi? Eh bien, on va comparer ça à un jeu de cartes, ou à un tirage de boules de couleurs différentes. Si vous avez des cartes,
Eh bien, vous les mélangez, vous les distribuez pour jouer une partie. Chaque joueur a une main différente de l'autre joueur. Vous terminez, vous remélangez les cartes et vous faites une nouvelle distribution. Eh bien, vous avez une autre main différente de la première. Pourtant, vous avez le même paquet de jeux, les mêmes cartes. C'est ça la reproduction sexuelle. Le père, il possède un génome. La mère possède un génome. Et à chaque fois, ils produisent des gamètes. Ils sont différents des précédents. Et à chaque fois, vous avez une rencontre de deux gamètes, l'un mâle, l'autre femelle. Vous avez un résultat, vous avez un mélange différent du précédent. Et à chaque fois que vous avez un mélange, vous avez de nouveaux caractères. Et la reproduction sexuelle, elle a justement une importance particulière parce qu'elle n'a pas arrêté et elle n'arrêtera pas, elle n'arrêtera pas de nous donner des faciès différents, des caractères différents, tant que la vie existe sur Terre. Bien, donc, alternance entre haploïdie et diploïdie. Regardez sur ce deuxième diagramme, vous avez ici deux individus adultes en parallèle, l'un mâle, l'autre femelle. L'un mâle qui va donner les gamètes mâles, haploïdes, et l'autre femelle qui va donner les gamètes femelles. Et puis après, les deux gamètes vont pouvoir me donner un œuf qui deviendra plus tard un nouvel individu, diploïde. Pour pouvoir arriver de cette génération, celle des parents, à celle-ci, celle des descendants, il faut passer forcément par ces deux opérations. La méiose et la fécondation. La méiose qui va permettre la réduction du nombre de chromosomes. On passe de 2N à N. Et la fécondation qui va permettre le rétablissement du nombre de chromosomes. On passe de lot de N chromosomes à un seul de 2N chromosomes. D'accord? Donc, méiose et fécondation sont considérés comme la clé de la reproduction sexuelle. On parlera de réduction chromosomique et de rétablissement du nombre de chromosomes. Et vous avez toujours ce nombre-là qui doit être respecté, maintenu au sein de la même espèce. Ce passage de G1, la génération 1, à G2, génération 2, s'accompagne d'une réduction chromosomique et d'un rétablissement du nombre de chromosomes. On doit maintenir la diploïdie. On doit la maintenir. Parce qu'on ne peut pas imaginer une fécondation de gamètes de 2 chromosomes. Si vous avez deux gamètes, chacun, on va supposer ça, chaque gamète porte 2 chromosomes, et bien lorsqu'il y aura mélange, lorsqu'il y aura fécondation, lorsqu'il y aura brassage, ben vous allez obtenir une cellule à 4N. Ce n'est pas du tout naturel. Ce n'est pas du tout l'espèce qui a produit ça, qu'on ne va pas obtenir quelque chose de normal. Et puis bon, si c'est 4N, pourquoi ne pas envisager 8N, 16N, etc. Vous voyez donc là, la règle, c'est maintenir le nombre de chromosomes qui caractérise l'espèce en question. Et justement, pour vous donner une idée de ce nombre-là, j'ai ici 4 exemples d'espèces animales. La drosophile, qui contient dans ses chromosomes 8 chromosomes dans son noyau. Dans chaque noyau de chaque cellule de la drosophile, qui est une toute petite mouche très chère aux généticiens, c'est un bon matériel biologique pour les études génétiques, la génétique des populations, 8 chromosomes. Et on a pris l'habitude d'écrire 2 fois 4 au lieu de dire 8. C'est juste pour signifier et pour indiquer la parité. 2 fois 4. 2N, 2 fois 4. N égale 4. L'acronyme, vous avez 2 fois 13. C'est 26. L'homme, 2 fois 23. Dans chaque noyau de toutes les cellules de nos organes et de nos tissus,
nous retrouvons 46 chromosomes, 2 fois 23. Et on va comprendre justement la signification de ce 2. Sauf dans le cas des gamètes où vous avez uniquement N. Vous avez 23 seulement. Enfin, dans le cas du cheval, vous avez 2 fois 32. Donc, ce nombre-là, il doit être conservé. Lorsqu'on se reproduit, on doit conserver ce nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. Bien, maintenant, j'arrive à la notion de gamète mâle, gamète femelle, porté par le même individu ou par 2 individus différents. J'ai bien avancé, bien entendu, au tout début, que la reproduction sexuelle supposait l'existence de 2 individus, un mâle qui produit les gamètes mâles, l'autre femelle qui produit les gamètes femelles. Lorsque vous avez la règle qui est respectée, vous avez une espèce gonochorique. Mais il y a des fois où vous avez, sur le même corps, il y a possibilité de production de gamètes mâles et de gamètes femelles. Oui, on parle dans ce cas-là d'un individu hermaphrodite ou bien une espèce hermaphrodite. Possibilité de produire et de porter le type de gamètes sur le même corps. L'hermaphrodisme, c'est la présence sur le même corps de caractères mâles et femelles. Donc, non seulement la production de gamètes, mais aussi même les caractères mâles et femelles qui peuvent fusionner dans le même corps. Eh bien, ça, c'est plus ou moins accepté dans le cas de certains animaux inférieurs, dans le cas des invertébrés. Les invertébrés. Mais lorsque ça existe chez un animal supérieur, bon, lorsqu'on trouve quelqu'un, une personne hermaphrodite, eh bien c'est une anomalie, c'est une sorte de maladie, je dirais. L'hermaphrodisme, chez ces animaux que vous voyez, est différent, puisqu'on connaît l'hermaphrodisme simultané et l'hermaphrodisme successif. Simultané et successif. Ça veut dire simultané, ça veut dire que vous avez production de gamètes mâles et de gamètes femelles en même temps. Successif, ça veut dire que vous avez la production d'un type de gamète et un peu plus tard, c'est l'autre type de gamète qui apparaît. Là, vous avez le premier exemple, c'est celui de l'escargot. L'escargot, c'est un animal du type hermaphrodite simultané à une seule glande. Une seule glande, un petit organe minuscule qui produit à la fois les gamètes mâles et les gamètes femelles. Mais attention, il n'y a pas d'autofécondation. Les gamètes mâles de l'escargot 1 ne peuvent pas féconder les ovules de l'escargot 1. C'est pour ça que vous devez avoir un accouplement de escargots qui se touchent et qui échangent les gamètes. Le mâle de l'escargot 1 doit féconder les ovules de l'escargot 2 et vice-versa. Dans le cas où vous avez un lombric, un ver de terre, eh bien vous avez toujours la possibilité de l'hermaphrodisme simultané, mais à 2 glandes. C'est-à-dire sur le corps, vous avez à 2 endroits, par ici et par là, 2 glandes, 2 petits organes. 2 petits organes qui sont respectivement considérés comme mâles et femelles. Eh bien vous avez la première glande qui produit les spermatozoïdes, la deuxième qui produit les ovules. C'est complètement différent dans le cas de l'hermaphrodisme successif. L'exemple, c'est celui des huîtres, des bivalves marins, bien entendu. Eh bien, vous avez 2 glandes qui produisent les 2 types de gamètes, les spermatozoïdes et les ovules. Seulement, ils ne sont pas produits en même temps. Vous avez, au début de la vie, vous avez production d'un type de gamète qui sera suivi un peu plus tard du deuxième type de gamète. On arrête la production du premier type pour produire le deuxième.
Lorsque l'huître est jeune, elle se comporte comme un sexe. Lorsqu'elle avance dans l'âge, elle se comporte comme un deuxième sexe, comme l'autre sexe. Voici donc ce que nous avons à dire à propos de la reproduction sexuée d'une manière abrégée, résumée.